Bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints aujourd'hui par le colonel Lawrence Wilkerson, ancien chef de cabinet du secrétaire d'État américain. Merci d'être revenu parmi nous. J'avais très envie d'avoir votre point de vue sur ce qui se passe en Iran. Mais d'abord, vous avez envoyé un message à un journal le premier jour de la guerre, dans lequel vous disiez que l'évolution de ce conflit dépendait de nombreux facteurs. Les actions de la Russie et de la Chine, la pénurie de munitions essentielles, la résilience des Iraniens, les actions d'autres acteurs sur le terrain et l'impact sur les installations énergétiques. Vous avez également évoqué ce qui pourrait arriver au détroit stratégique, Bab el-Mandeb, qui pourrait bloquer la mer Rouge et le détroit d'Ormuz. Et vous vous demandiez comment le public américain réagirait à cette guerre. Nous en sommes maintenant au 5e jour. Quelle est votre évaluation? Je dois dire qu'en ce qui concerne l'identification des variables clés, vous avez plutôt, disons-le ainsi, visé juste. Eh bien, tout d'abord, je dirais que j'ai moi aussi développé de nouvelles variables, en plus de celles-là, mais vous m'avez présenté comme le chef de cabinet du secrétaire d'État. Oh non, désolé, je voulais dire oui. Oui, c'est exact. Vous avez tout à fait raison. C'était bien mon dernier poste. Mais je veux simplement que vos auditeurs sachent que j'ai passé 31 ans dans l'armée des États-Unis, dont une grande partie comme planificateur militaire, à préparer des opérations de guerre, notamment au sein du plus grand commandement unifié de l'époque, le commandement du Pacifique des États-Unis, qui fournissait des forces au commandement central. À cette époque, le commandement central n'était qu'un minuscule point sur la carte. C'est nous qui leur fournissions toutes leurs forces, ou plus souvent, qui ne les leur donnions pas, parce que nous ne le voulions pas. C'est une autre affaire aujourd'hui. Il est devenu sans doute le commandement le plus puissant du plan de commandement unifié. Et je dis tout cela pour que tout le monde qui m'écoute sache que j'y étais et que je sais de quoi je parle quand il s'agit de l'Iran. J'étais là quand la guerre a commencé, une sorte de première guerre mondiale au Levant, entre l'Irak et l'Iran, et nous soutenions l'Irak. J'étais là quand nous avons pris la décision de soutenir l'Irak pour vaincre l'Iran, parce que nous n'aimions pas l'Iran après la Révolution. J'étais là quand ils ont tenu tête à l'Irak et qu'ils allaient marcher sur Bagdad. Et puis nous sommes entrés nous-mêmes dans la guerre avec des bâtiments de combat dans le détroit d'Ormuz. L'un d'eux a été touché par une mine et nous avons failli le perdre. Un autre est rentré difficilement après que Saddam Hussein lui a tiré 2 missiles Exocet dessus et l'a touché. Le Bridgeton, un pétrolier, a été frappé. Le capitaine était très en colère contre nous. Et ainsi de suite. Tout cela pour dire que je connais bien cette région. En termes d'action militaire, de géographie, de difficultés du terrain et, disons-le, de la nature du peuple perse, qui est résilient à l'excès et qui a mené cette guerre sanglante de 8 ans contre nos armes chimiques fournies à Saddam Hussein et qui s'apprêtait à marcher sur Bagdad. L'acte culminant, comme la plupart des gens ne s'en souviennent pas ou ne l'ont jamais su, fut lorsqu'un croiseur Aegis américain en mer tira 1 ou 2 missiles sur un Airbus iranien transportant environ 290 personnes, et nous les avons tous tués. C'est alors que l'ayatollah a dit « Je jette l'éponge. J'accepte une résolution de l'ONU sur la manière de mettre fin à ce conflit, car je ne peux pas non plus combattre l'Empire. » Et depuis ce moment-là, en somme, ils essayent de comprendre comment combattre l'Empire. Et c'est la première chose que je dirais à propos de la nature de ce conflit. Si vous avez lu Clausewitz, vous savez, la seule chose qu'il faut faire chaque fois qu'on envisage d'utiliser la force militaire pour transformer une politique en violence, c'est de comprendre la nature de ce dans quoi on s'engage, la nature du conflit. Nous ne le faisons pas. Chaque déclaration de Marco Rubio, chaque déclaration de Pete Hegseth,
chaque déclaration de Donald Trump. En fait, chaque déclaration de l'administration, y compris celle de cette porte-parole, cette blonde écervelée, m'a indiqué qu'ils ne comprennent pas la nature de ce conflit. Le facteur principal, c'est que nous affrontons un peuple vieux de 3000 ans, fort de 90 millions d'âmes, composé à 53% de Perses, et qui a beaucoup de problèmes, mais qui se condamnera lui-même à sa propre perte, pour nous infliger un mal de tête véritablement féroce. Et c'est bien ce dans quoi ils se sont engagés, et ils ne vont pas s'arrêter. Ils ne cesseront pas avant que le dernier d'entre eux soit mort. Nous pouvons éliminer tous les Kurdes que nous voulons, essayer de les recruter pour qu'ils se battent pour nous et pour d'autres dans la région. Et c'est là qu'apparaît une autre incompréhension dans notre perception de ce conflit, sa nature même. L'objectif de Bibi Netanyahou, pour qui nous menons cette guerre, c'est le chaos. Pas l'installation à Téhéran d'un régime qui dirigerait un État plus ou moins vassal, ou du moins un État qui s'entendrait avec les États-Unis et nous vendrait son sol et tout le reste. Il veut le chaos total dans la région, tout comme il a essayé de le provoquer en Syrie, parce que c'est son plan, et celui des gens derrière lui, comme Naftali Bennett et d'autres, de se déchaîner sur tout le Levant. Depuis, tenez-vous bien Erdogan, de la Turquie jusqu'à l'Afrique de l'Est. C'est l'objectif de Netanyahou. Et au fait, tous les Arabes entre les deux, c'est ce qu'ils visent. Ne pensez pas que lorsque lui mourra, ira en prison ou autre, cela s'arrêtera là, car ils continueront à le faire. La Turquie en ce moment doit se préoccuper par exemple des actifs du renseignement du Mossad et d'autres ressources également qui opèrent à Chypre et dans le sud de la Grèce, préparant le champ de bataille, si l'on peut dire, pour le moment où ils marcheront sur la Turquie. Ainsi, la nature de ce conflit, que je n'ai pas nécessairement abordé dans ma réponse précédente que vous avez citée, est qu'il a tout le potentiel non seulement de devenir régional, mais aussi mondial. S'unir à l'Ukraine, par exemple, avec nos efforts en Géorgie, en Arménie et en Azerbaïdjan, avec nos efforts tout le long de la bordure sud de l'ancien empire soviétique, pour déstabiliser la Russie et, en fin de compte, viser le cœur de la Chine. Tout cela en fait partie. Chaque élément de ce que je viens de dire et bien plus encore constitue la trame et la chaîne de la nature de ce conflit. Et nous sommes fous si nous pensons qu'il se limitera à quelques jours, quelques balles et quelques bombes, avant que nous ne montions triomphalement la colline en proclamant « Nous avons un nouveau régime à Téhéran » ou autre chose du genre. Tout d'abord, Netanyahou ne le permettra pas. Et ensuite, nous ne serons pas capables d'y parvenir. Voilà ce que je voulais dire par ces remarques générales que nous ne comprenons pas avant tout la nature du conflit dans lequel nous nous sommes engagés. Eh bien, comment l'auriez-vous planifié? Je veux dire, pas que vous l'approuviez, mais si, encore une fois, en vous basant sur vos fonctions précédentes au sein du gouvernement américain, comment mèneriez-vous une telle attaque si c'était effectivement l'objectif? Et quels seraient, selon vous, les principaux risques? Quelles seraient vos préoccupations? Eh bien, la seule réponse à cette question, si j'étais président des chefs d'état-major interarmés, ou si je le conseillais comme je l'ai fait avec Colin Powell, serait « ne commencez pas ce conflit ». Vous ne voulez pas utiliser l'instrument militaire de cette manière dans cette région. Point final. Pendant 40 ans, la politique des États-Unis a été de ne pas utiliser l'instrument militaire à partir de bases terrestres dans la région. Nous en voyons aujourd'hui une preuve, et je n'arrive pas à croire que Marco Rubio ait été aussi négligent dans ses fonctions. Mais je dois sans doute en blâmer tous les secrétaires d'État, depuis Tony Blinken, Rex Tillerson et bien d'autres encore. Les formulaires, les F-67, les formulaires d'opération d'évacuation des non-combattants,
indique où se trouve chaque personne dans votre ambassade, chaque Américain, chaque citoyen américain. Vous devez avoir leur nom, leur numéro de téléphone, leur passeport, toutes ces informations. Vous gardez cela afin de pouvoir les évacuer. Nous ne l'avons pas fait. Nous ne l'avons pas fait. Et je vais vous dire pourquoi nous ne l'avons probablement pas fait. Si ce n'était pas simplement de la stupidité grossière de la part de Marco Rubio, parce que nous ne voulions pas donner d'avertissement. Nous ne voulions pas que les Iraniens voient les opérations d'évacuation des non-combattants en cours et se rendent compte, wow, malgré la diplomatie, nous allons entrer en guerre parce que les Américains sont sur le point d'attaquer. Nous avons donc maintenant beaucoup de citoyens américains bloqués et il est très difficile de les faire sortir parce que les aéroports ont été fermés. On ne peut pas y voler, on ne peut pas les évacuer. Il se peut donc que nous ayons des victimes civiles avant que tout cela soit terminé, et j'en rends directement responsable le secrétaire d'État pour son incompétence. Il s'est concentré sur bien trop d'autres choses, au lieu de ses véritables responsabilités. Tout cela pour dire que moi je ne commencerai pas. L'instrument militaire n'est pas celui qu'il faut utiliser dans le Léviathan. Point final. Voilà mon conseil, Monsieur le Président. S'il vous plaît, en vertu de la nouvelle loi, le Goldwater-Nichols Act, la loi de réorganisation du département de la Défense de 1985, j'ai le même pouvoir que vous pour conseiller le Président. Alors, vous venez avec moi à la Maison-Blanche. C'est ce que je dirais au secrétaire d'État. Pete, tu viens avec moi à la Maison-Blanche? J'exerce mon droit en vertu de la loi Goldwater-Nichols. Je vais conseiller le président. Tu viens avec moi? Si tu ne viens pas, peu importe, parce que je vais lui dire de ne pas faire ça. Apparemment, Kane a effectivement essayé. Le président des chefs d'état-major interarmés a tenté de formuler des objections. On m'a dit qu'elles portaient sur des munitions que nous n'avons pas, notamment des missiles de défense aérienne, sur le danger que courent les bâtiments de surface dans la région, compte tenu de l'incroyable arsenal de missiles dont dispose l'Iran, et sur d'autres points de ce genre. Mais je ne pense pas qu'il ait été très enthousiaste à l'idée d'utiliser l'armée de cette manière.